Et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier midi de la recherche de l'automne 2021, donc qui a pour titre l'importance de la recherche en gestion pour la transition socio-écologique. Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC. Et aujourd'hui, notre midi de la recherche sera sous forme de panel de 3 experts, collègues de HEC Montréal. Donc, le professeur Yvan Meyer, qui est professeur titulaire au département de finances. Et Yvan est aussi titulaire d'un professorship en finances d'entreprise. Nous avons aussi avec nous le professeur Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur titulaire au département de sciences de la décision et qui est titulaire de la chaire en gestion du secteur de l'énergie. Et le professeur Emmanuel Rofflet, qui est professeur titulaire au département de management et qui est aussi nouveau titulaire du nouveau réseau québécois de recherche en économie circulaire. Donc, merci à vous 3 d'avoir accepté cette invitation. J'entends, il y a probablement des micros ouverts, donc ceux qui ont des bruits de fond, s'il vous plaît. Merci. Et aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir de co-animer ce midi de la recherche avec mon collègue et ami Luciano Barin-Cruz. Luciano, qui est professeur au département de management, qui est aussi directeur du pôle IDEOS et responsable de l'initiative, de l'une des initiatives prioritaires de notre plan stratégique institutionnel, une initiative qui vise à se positionner comme le carrefour de recherche, de transfert et d'enseignement en développement durable et en éthique des affaires. Donc, Luciano, si tu veux prendre quelques minutes pour te présenter et nous dire, si tu le souhaites, un petit mot sur cette initiative. Tout à fait, avec plaisir. Donc, merci beaucoup, Caroline, pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Je voulais vraiment commencer, donc, comme Caroline m'a bien présenté, comme professeur de département de management, quelqu'un qui dirige les pôles IDEOS, c'est notre hub vraiment à l'école pour tout ce qui est impact social, et quelqu'un qui, depuis très longtemps, essaie de travailler dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment faire notre recherche, notre enseignement et notre transfert bouger dans ce sens-là de la transition socio-écologique. Je voulais commencer par partager avec vous ici sur le chat la nouvelle mission d'HEC. Depuis 2 ans, HEC a pris un virage qui me rend très fier, très content. Et ça, c'est bien illustré dans sa mission. Dans sa mission, on dit aujourd'hui que misant sur son excellence en enseignement et en recherche, francophone, ouvert sur le monde et solidement implanté dans la collectivité québécoise, HEC Montréal, il est très, très, très important. Forme de leader en gestion, oui, bien entendu, c'est pour ça qu'on existe, qui contribue de manière responsable au succès des organisations et au développement durable de la société. Donc, on enseigne toute la gestion. On sait à quel point une mission elle est importante pour une organisation. Et donc, les mots sont là. Et ces mots sont là justement parce que nous, en tant qu'organisation, on veut bouger dans ce sens. Et donc, pour ça, je suis très fier d'avoir 3 collègues qui sont là pour représenter un peu ce qu'on fait depuis des années dans ce domaine et qui ont vu de plus en plus faire que ça gagne de force. Mais aussi, je suis très reconnaissant de plusieurs autres collègues qui existent à l'école et nous avons plusieurs aujourd'hui dans tous les départements qui aussi font de la recherche de qualité et de l'enseignement de qualité pour pousser un peu dans cette formation des leaders responsables dans une société plus durable. Donc, sur ça, Caroline, je pense qu'on pourrait passer à la première question pour nos invités. Excellent. Merci, Luciano. Aussi, vous préciser qu'on conservera quelques minutes à la fin de l'activité pour prendre vos questions et vos commentaires. Donc, comme Mathieu, je crois, l'a indiqué, Mathieu Meyer, là, dans la fenêtre de clavardage, vous êtes invité là, à inscrire vos commentaires, puis on pourra en traiter quelques-uns à la fin de l'activité. Mathieu, de ton côté, je ne sais pas si c'est possible de fermer les micros qui sont ouverts là, pour que le son soit bon pour tout le monde. Je vais le faire. Merci. Donc, la première question pour vous. Donc, le développement durable, c'est sûr que c'est une thématique de recherche assez large. Donc, vous avez chacun là, une façon de l'étudier dans vos programmes de recherche respectifs. Donc, si vous pouviez, pour mettre la table, là, nous dire quelques mots sur vos programmes de recherche respectifs. Donc, à chaque question, on alternera le tour de parole. Donc, pour celle-ci, je propose que nous commencions par Yvan, suivi de Pierre-Olivier et d'Emmanuel. Yvan, on t'écoute.
Merci, Caroline. Donc, je vais résumer un peu mon programme de recherche en finance durable qui porte essentiellement sur l'empreinte environnementale des fonds communs de placement et des régimes de retraite. Donc, vous connaissez certainement le principe d'un fonds commun de placement. Des investisseurs mettent en commun l'argent afin d'investir dans un ensemble de titres, par exemple un portefeuille de titres d'actions de nombreuses entreprises. Si vous avez 1 000 $ à investir, pour vous, c'est difficile d'acheter toute seule un portefeuille de titres de 100 compagnies différentes. Par contre, si on met l'argent ensemble, si vous achetez un part d'un fonds commun de placement, vous avez après un part dans ce portefeuille et vous avez accès à un portefeuille diversifié géré par un gestionnaire professionnel. Donc, le Canada, avec 190 autres pays, a signé l'accord de Paris en 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2% par rapport au niveau pré-industriel. Et depuis le Canada s'est aussi joint avec plus de 120 pays, s'est engagé à atteindre un objectif qu'on va atteindre carboneutralité d'ici 2050. Donc, la science, c'est très clair. La science conclut que l'augmentation des températures mondiales depuis le début de l'industrialisation, ça, c'est principalement le résultat des émissions de gaz à effet de serre et d'origine humaine. 75% de ces émissions de gaz en effet de serre, gaz à effet de serre, sont à leur tour des émissions de dioxyde de carbone, qui sont surtout des émissions dues aux combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel. Pour cette raison, afin d'atteindre notre objectif de carboneutralité, le prix à payer pour ces émissions va augmenter pour les entreprises et aussi certaines activités polluantes seront limitées ou même interdites. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises? Les compagnies avec des émissions plus élevées seront plus à risque d'être perdantes dans cette transition vers une économie neutre en émissions de dioxyde de carbone. Donc, l'annonce en janvier 2020 de Larry Fink, fondateur de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, est très claire. Dans sa lettre, il a écrit, et sa lettre, c'est une lettre annuelle qu'il écrit aux directeurs généraux des plus grandes entreprises autour du monde. Il a déclaré que l'empreinte environnementale deviendra un critère de décision d'investissement essentiel. Il a insisté que les entreprises doivent avoir un objectif au-delà des profits financiers. Donc, on se demande, c'est quoi la réaction des fonds communs de placement et les régimes de retraite? Est-ce que les gestionnaires ils vont réduire l'empreinte environnementale de leur portefeuille? Est-ce qu'ils désinvestissent de certains secteurs d'énergie fossile ou est-ce qu'ils investissent dans des compagnies qui sont des leaders en faible empreinte carbone? Et de l'autre côté, on se demande aussi pour les investisseurs, est-ce qu'ils réorientent vraiment leurs investissements, leurs placements vers des fonds plus verts? Donc, ça, c'est en bref mes questions de recherche que j'apporte présentement dans mon agenda de recherche. Et pour répondre à ces questions, pour les raisons que je viens d'expliquer, je me concentre sur les émissions de dioxyde de carbone des entreprises que les fonds communs de placement ils détiennent dans leur portefeuille. Et également les régimes de retraite, leur portefeuille, ils détiennent des entreprises. Et là, j'analyse l'émission de dioxyde de carbone, leur empreinte environnementale. Et c'est une question pertinente parce qu'environ 1,6 billion de la fortune des Canadiens est investie dans des fonds communs de placement et environ 2 billions de dollars dans des régimes de retraite. Donc, je pense que ça démontre que ces investissements auront un grand impact pour réussir cette mission de carboneutralité. Merci beaucoup, Yvan. Très riche, très pertinent. On peut poursuivre avec Pierre-Olivier. Merci, Caroline. Merci, Luciano. Ma recherche porte, je dirais, mon programme de recherche porte principalement sur les marchés de l'électricité et leur évolution pour atteindre des meilleurs objectifs d'efficacité, mais des objectifs environnementaux. Je m'intéresse beaucoup à l'intégration des marchés de l'électricité parce que au Canada, comme vous le savez, là c'est très provincial. On a le Québec, Hydro-Québec, qui gère le secteur de l'électricité de manière extrêmement
traditionnel avec une portée géographique limitée au Québec, mais on le sait, puis le contrat qu'Hydro-Québec a signé avec New York la semaine passée illustre bien le fait qu'il faut décloisonner ces marchés de l'électricité, autant pour interagir avec nos voisins que pour intégrer des nouvelles technologies de production, de gestion de la demande qui vont changer notre manière de consommer l'électricité. On pourra davantage produire chez nous avec des panneaux solaires. C'est le cas dans beaucoup de pays. Au Québec, on est, je dirais pas qu'on est en retard, mais on est moins avancé dans les panneaux solaires parce qu'on a beaucoup d'hydroélectricité qui est pas chère et il y a moins de soleil qu'en Californie, par exemple. Donc, c'est moins utile. Mais il y a beaucoup de nouveautés, des batteries, du stockage dans des voitures électriques, l'interconnectivité que les bâtiments vont pouvoir avoir avec justement les voitures électriques pour les puiser dans ces batteries-là. Donc, je regarde un petit peu les transformations du marché de l'électricité, autant d'un point de vue réglementaire qu'économique, à l'occasion sociale et évidemment environnementale, parce que ça a des implications sociales et environnementales. Et donc, je dirais le cœur de ma recherche, c'est les marchés de l'électricité, leur réglementation et la manière de les réorganiser. Je suis un peu un touche-à-tout, donc à l'occasion, je touche à d'autres éléments et le marché du carbone en particulier m'intéresse beaucoup parce que c'est l'outil principal que le Québec a adopté pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. On en parle peu, on n'en parle pas assez. Quant à moi, c'est un outil très contraignant avec un prix du carbone qui va augmenter et vous allez le sentir à la pompe si vous avez encore une voiture à essence. D'ici 2030, vous allez le sentir véritablement. Et il y a énormément d'incompréhension et de manque de connaissances par rapport à ça. Donc, je tente de contribuer à l'éducation collective en faisant aussi des recherches en parallèle à ça. Et tu réussis très bien à contribuer à notre éducation collective, Pierre-Olivier. Merci. Merci. Emmanuel? Bonjour, donc merci Caroline, merci Luciano, merci Ivan et merci Pierre-Olivier. Donc moi, mes recherches en ce moment, elles s'inscrivent dans le contexte de l'économie circulaire. Donc le réseau québécois de recherche en économie circulaire est en voie d'être, il est financé pour 5 ans, il est en voie d'être mis en œuvre maintenant. Et puis, dans ce réseau, je suis en charge du premier axe qui porte sur la gestion du changement et de la transition. Donc, dans cet axe, on s'intéresse aux enjeux définitionnels de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est quoi par rapport au développement durable, par rapport à l'économie verte? Ce sont des questions qui peuvent paraître un petit peu philosophiques, mais qui sont, quand on s'y plonge plus précisément, sont très importantes, parce que la question de la transition, on va transitionner vers où? On s'intéresse aussi aux enjeux qui sont liés aux modèles d'affaires, donc les modèles d'affaires autour de la circularité. Dans quelle mesure, quelle est la nature de ces modèles d'affaires qui font la promotion de la circularité? Ici, à HEC, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui passent par les incubateurs qui ont des modèles d'affaires en économie circulaire. Dans quelle mesure ces modèles d'affaires circulaires, par exemple, insèrent les effets rebonds qui sont liés à la consommation? On s'intéresse aussi dans cet axe à la question de la transition juste. Donc, on peut avoir une perspective très technique et très technologique et très politique publique, mais il faut voir après comment cette transition est vécue. On a eu l'exemple des Gilets jaunes en France qu'on peut voir très nettement comme étant une réaction de personnes, de groupes qui se sentaient exclus de cette proposition de transition qui ont réagi de façon assez forte et marquante. Donc moi, c'est un peu et on s'intéresse aussi aux patterns de consommation. Donc voilà, c'est lié à l'économie circulaire. Donc là, il y a on a 12 stratégies en économie circulaire. Certaines stratégies sont intimement liées à l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire à comment passer de la vente d'un produit à la fourniture d'un service. Donc, je n'ai pas besoin d'une voiture, j'ai besoin d'avoir accès à la mobilité. Donc là, quel type de modèle d'affaires, quel type de réglementation, quel type d'aménagement urbain on est au Canada 80% dans les villes, donc il y a pas mal de questions qui sont interreliées. Donc comment faire de telle sorte que ces pratiques en fait soient facilitées par des contextes qui les facilitent réellement, contextes réglementaires, marché et autres. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va faire ce qu'on a commencé à faire déjà, puis ce qu'on va faire au cours des 5 prochaines années.
Donc, juste pour information, le réseau québécois de recherche en économie circulaire regroupe 120 plus chercheurs de 15 universités différentes. Donc, HEC est une des 4 institutions qui porte un des axes. Et puis, on travaille aussi de près avec le réseau des cégeps, qui sont des centres de transfert en technologie importants pour un certain nombre de disciplines qui ne sont pas forcément bien représentées dans les universités et dans les écoles. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Une thématique, l'économie circulaire, dont on entend parler de plus en plus et qu'on entendra de plus en plus parler grâce notamment au leadership que tu as exercé avec tes collègues pour la mise en place de ce réseau. Luciano, tu peux poursuivre avec la deuxième question, si c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, déjà, je voulais expliquer un peu la logique de notre choix d'invitation ici avec Caroline. Donc, vous venez de voir un peu une démonstration des 3 domaines de recherche là qui sont vraiment en ébullition, en explosion et qui ont des implications pratiques assez importantes dans tout ce qu'on appelle la transition socio-écologique. Donc, comme vous savez très bien, tout ce qui touche à l'énergie, c'est un fondamental, en fait, quand on parle des changements climatiques et tout ce qui s'en vient au niveau des grands défis. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas réussir en transition socio-écologique et on commence déjà à chiffrer à combien on a besoin là, pour cette transition sans le secteur financier. C'est-à-dire, si le secteur financier n'est pas là-dedans, difficilement on va pouvoir mettre en place toutes ces infrastructures que Pierre-Olivier nous mentionnait, ou même toutes les innovations qu'il faut, en fait, pour avoir de l'énergie plus propre. Ce qui est assez intéressant, c'est que oui, ces 2-là, ils sont importants, mais quand on est dans des domaines de développement durable en général, ce qu'on appelle ici transition socio-écologique, on est dans les domaines des problèmes complexes. Et les problèmes complexes, ce qui est particulier avec ces problèmes-là, c'est que normalement, quand on essaie de les résoudre, on va toujours générer un peu ce qu'on appelle des feedback loops, on va générer des effets inattendus. Donc, c'est-à-dire, si on fait quelque chose qui ne va pas très bien, peut-être qu'on va augmenter encore l'effet négatif. Et en plus de ça, même si on fait quelque chose qui est bien, parfois, on va générer de nouveaux problèmes. Ça veut dire que les solutions, elles doivent être systémiques. Et pour ça, les modèles d'économie circulaire, c'est un des grands modèles que nous avons à disposition aujourd'hui. Parce que c'est un modèle qui ne va pas se concentrer juste au niveau de l'organisation, mais il va se concentrer vraiment au niveau du territoire, il va se concentrer à un niveau beaucoup plus systémique. Donc, oui pour l'énergie, clé pour le changement climatique. Oui pour les financiers, parce qu'on a besoin de ressources pour faire toutes les innovations qu'il faut, bâtir les infrastructures. Mais aussi, oui, pour un modèle de gestion qui soit adapté au type de problème auquel on fait face, que c'est plutôt un problème complexe. Donc, sur ça, je pense qu'on a qu'à remercier, en fait, nos collègues de se lancer dans ces genres de domaines-là. Et là, c'est qu'on voulait, en fait, comme deuxième question, comprendre c'est pourquoi, c'est quoi qui vous motive un peu à vous lancer dans ces domaines? Pourquoi vous vous réveillez tous les matins là et vous pensez, écoute, je vais passer les prochaines années de ma vie à faire de la recherche là-dessus. Donc, c'est quoi vos motivations? On commence par Caroline. Je suggère que nous commencions par Pierre-Olivier, suivi d'Emmanuel et d'Yvan. Bonjour, merci. Je dirais la principale motivation, il y en a 2, c'est l'indignation et le plaisir. Chaque matin, je suis indigné, je suis catastrophé, je suis peut-être de nature trop facilement sensible, mais ça fait en fait très longtemps, depuis que je suis adolescent, là, je vois des choses, des problèmes sur Terre et je suis juste indigné, je me dis ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Et il faut faire quelque chose. Donc, je me dis, il faut faire quelque chose et je trouve un plaisir immense à travailler sur les questions d'énergie, sur les questions de développement durable, sur les questions économiques liées à ça. Et donc, c'est ma motivation, c'est de se dire il y a des choses à changer. Le prix de l'électricité au Québec est de façon catastrophique basse. Ça fait de nous les plus gros consommateurs d'électricité au monde. Alors oui, il y a plein d'aspects extraordinaires à ça. Et oui, ça protège les ménages à faible revenu qui seraient mal pris si on payait plus cher. Mais c'est un gaspillage économique de ressources incroyable et ça m'indigne.
et je trouve personnellement un plaisir très grand à travailler là-dessus, à des fois provoquer des gens, provoquer la réflexion, essayer d'apporter des idées pour contribuer à changer les choses en prenant en compte les ménages à faible revenu. Il y a plein de politiques possible pour justement protéger les groupes sociaux qu'on veut protéger sans que des consommateurs qui ont des piscines chauffées à l'électricité, qui font des entrées de garage, maintenant au lieu de pelleter, on passe des fils électriques dans l'entrée de garage pour que ça fonde à l'électricité, mais c'est des solutions complètement aberrantes qu'on met en place aujourd'hui de plus en plus parce que l'électricité n'est pas chère et que ça vaut plus la peine que de faire des alternatives qu'on aurait tout à fait technologiquement les moyens de réaliser. Donc, indignation et plaisir, mes principales sources de motivation. Excellent. Je te reconnais. Très authentique dans ta démarche, Pierre-Olivier. Emmanuel. Moi, je ne sais pas si je vais paraphraser Pierre-Olivier, mais moi, je vais reprendre le titre de l'autobiographie de Gabriel Roy. Et peut-être que c'est beaucoup plus dramatique que ce que Pierre-Olivier vient de dire. Moi, c'est la détresse et l'enchantement. C'est-à-dire que c'est la détresse, et puis que je ressens depuis, et puis quasiment une sorte d'angoisse parfois, que je ressens depuis à peu près l'adolescence, depuis des lectures de rapports scientifiques où dans fin des années 80, au début des années 90, on parlait déjà de changement climatique, des impacts de la déforestation. Moi, j'ai grandi dans un environnement dont mon père, en fait, adore la nature. Et puis, on se promenait ensemble et puis me montrait la détérioration des paysages au fil du temps par des remembrements agricoles qui n'avaient aucun bon sens. Donc, j'ai eu cette expérience palpable, là, concrète. Et puis, donc ça, c'est l'espèce de détresse. Et puis, parfois, heureusement, il y a l'enchantement. Parce que souvent, comme Pierre-Olivier, le fait de se poser ces questions mène à rencontrer des gens qui ont un enthousiasme absolument contagieux, une énergie contagieuse, une créativité contagieuse aussi, et puis une volonté, là aussi, pour reprendre ce que Luciano disait tout à l'heure, on n'a pas forcément des solutions, mais on a des façons de poser les questions qui sont différentes. Et souvent, le fait de poser les questions d'une façon différente nous amène à des propositions qui peuvent être maladroites, mais qui nous... Donc moi, c'est autour de la détresse et de l'enchantement. Et puis, moi, plus par rapport au parcours intellectuel, je viens de stratégie, et puis stratégie et théorie des organisations. Et puis, quand j'étais au doctorat, j'essayais de voir, par exemple, je me suis posé la question bien naïve, comment le corpus de stratégie intègre l'environnement, mais l'environnement naturel. Et puis, je me revois encore, fin des années 90, il n'y en avait pas d'intégration de l'environnement naturel. Donc, et puis il n'y avait pas d'intégration dans les corpus théoriques de l'externalité. Donc, je voyais une sorte de hiatus entre ce corpus théorique qui est très intéressant pour comprendre la stratégie des organisations et puis des enjeux extérieurs, des enjeux qui étaient des enjeux importants qui n'étaient pas du tout pris en considération. Donc, voilà, ce sont mes deux motivations. Merci, Emmanuel. Ivan? Oui, donc Emmanuel parlait de ses marches avec son père dans la nature. Donc, j'ai une petite histoire similaire. Donc, moi, j'ai grandi en Suisse. J'aime la nature et les montagnes. Et j'ai des bons souvenirs de nombreuses escalades avec un groupe d'amis qui sont âgés d'à peu près 20 ans de plus, ou disons plus expérimentés que moi. Et lors d'une de ces escalades, nous avons tenté de traverser un glacier avec notre guide pour atteindre de l'autre côté du glacier une cabane de montagne, un refuge. Donc alors, mes amis étaient surpris parce qu'on devait emprunter des échelles métalliques accrochées sur les roches pour descendre vers le glacier, traverser et remonter d'autres échelles de l'autre côté pour finalement rejoindre le refuge. Eux, ils m'ont raconté que lorsqu'ils avaient fait la même excursion dans leur jeunesse, ils pouvaient marcher directement sur le glacier pour atteindre la cabane de l'autre côté. Cette excursion a eu lieu il y a 23 ans et aujourd'hui, le glacier n'existe plus. Il est devenu un lac et il y a un pont suspendu qui était installé pour rejoindre ce refuge de montagne. Donc, ces changements climatiques sont bien évidents dans les Alpes. Ils m'ont toujours intéressé, fasciné, mais aussi inquiété. Et aujourd'hui, on comprend mieux c'est quoi vraiment les raisons du réchauffement de la planète ou aussi des changements climatiques en général.
Donc, je vous cite ce qu'un récent rapport de l'ONU nous résume et ce que déjà Pierre-Olivier et Emmanuel ont aussi résumé. Les humains sont, au-delà de toute scientifique raisonnable, la principale cause du changement climatique. Donc, dans nos investissements, l'empreinte environnementale est vraiment essentielle pour le comprendre, pour aussi réussir cette transformation vers une économie en carbone neutre. Donc, les fonds communs de placement et les caisses de retraite vont jouer un rôle clé dedans. Moi-même, depuis des années, je fais la recherche sur la performance des fonds communs de placement et jumeler l'expertise dans ce domaine avec les changements climatiques, l'impact de ces changements sur la finance. C'est donc évident pour moi de faire la recherche dedans. Par contre, moi, je fais empirique, donc j'en ai besoin des données. Et au cours des dernières années seulement, il y avait des nouvelles initiatives qui ont été lancées pour avoir plus des exigences pour la divulgation des données sur les émissions des entreprises, surtout les émissions pour le gaz à effet de serre, mais aussi d'autres dimensions de finances responsables. Entre autres, il y a la Task Force of Climate-Related Financial Disclosure. C'est une commission présidée par le milliardaire, ancien maire de New York, ancien candidat pour l'élection américaine, pour l'élection présidentielle américaine, Michael Bloomberg. Et lui, il a rédigé avec son équipe des recommandations aux entreprises pour améliorer l'information sur l'empreinte environnementale des entreprises. Donc, ces recommandations ont été publiées en 2017, donc c'est tout récent que j'ai enfin accès à des bases de données plus riches pour aborder plus de questions sur la performance de ces compagnies qui respectent l'environnement, qui s'engagent au niveau social. Donc, ça va donner toutes ces opportunités aussi dans le futur de creuser plus profondément, de mieux comprendre qu'est-ce que les gestionnaires de placement font et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour aller devant pour atteindre une économie neutre en carbone. Merci à vous trois. Des réponses extrêmement authentiques là, qui témoignent de votre engagement là, envers les thématiques que vous étudiez. Luciano, je suis certaine que tu nous aurais probablement fourni une réponse du même type. Est-ce que tu veux réagir au propos de nos collègues? Tout à fait. Donc, j'aurais 2 ou 3 commentaires. Donc, le premier, c'est que déjà, nous avons des beaux exemples là, des travaux et aussi des motivations très associées à l'environnement. Mais je voulais aussi donner mon témoignage, par exemple, parce que ma motivation, elle est venue beaucoup plus du côté social. Et je pense que ça, c'est important pour quand on parle de transition socio-écologique. Parce que moi, je suis brésilien d'origine et donc j'ai grandi, en fait, dans une ville, dans un quartier dans lequel vous pouvez imaginer que la pauvreté était quelque chose de très présent pendant toute mon enfance et mon adolescence. Pas moi en tant que tel, je vivais, mais j'ai côtoyé beaucoup ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frustré énormément. Et dès que j'ai pris mes études qui étaient en gestion, je me suis dit que je voulais travailler pour essayer de réduire un peu ces inégalités-là. Et donc, c'est ça qui m'a motivé toujours. Bien entendu, ça m'intéresse beaucoup le côté environnement et je m'engage là-dessus. Mais c'est clair qu'il y a ce côté social qui vient me chercher, qu'il est très fort. Et je voulais juste le mettre sur la table ici parce qu'il fait partie un peu de l'équation. De ça que je vous dis et de ce que j'entends de mes collègues, là, il y a quelque chose qui me semble très intéressant, c'est ce côté émotion, n'est-ce pas? Donc, on sent l'émotion quand on parle, là, donc on les sentait sur les 3 autres. Et ça aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la recherche, parce que ça, c'est un nouveau domaine de recherche en théorie organisationnelle. On parle beaucoup aussi de l'importance des émotions pour changer les institutions, par exemple. C'était un concept, une notion qui a été très longtemps négligée. On pensait que les émotions, c'est les émotions, ça, c'est pas des faits, c'est pas de la science. Mais non, de plus en plus, nous avons des gens qui s'intéressent à nous démontrer exactement comment les émotions, elles jouent un rôle. Et pour ça, je pense que la question que Caroline a posée, elle est extrêmement importante parce que quand on vient chercher justement ces émotions profondes-là, ça nous démontre aussi notre capacité ou notre volonté d'agir. Ça peut nous propulser vers une action. Et même si on voit que dans nos émotions, là, on parle toujours du côté plutôt les enjeux, les problèmes qu'on a vécus. Mais j'imagine que tous nos collègues ici aussi, ils ont un peu un côté d'espoir aussi parce qu'ils font ce travail,
Donc, ils estiment que leur recherche a un impact ou va avoir un impact. Et je pense que de là, ça ouvre la voie, Caroline, peut-être pour que tu te poses notre troisième question. Oui, je pense que ça s'enchaîne bien. On va rester dans le niveau émotionnel. Donc, vous êtes tous des chercheurs qui avaient eu de l'impact, que ce soit au niveau de la société dans son ensemble, des organisations, des gestionnaires, des étudiants. De quoi vous êtes le plus fier quand vous prenez du recul sur votre carrière? Donc, cette fois, je suggère qu'on commence avec Emmanuel, suivi d'Yvan et Pierre-Olivier. OK. Moi, je pense que ce dont je suis le plus fier, j'ai fait pas mal de travaux de recherche autour de la responsabilité sociale, les relations entreprises-communauté avant, mais ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir contribué à mon échelle à une partie de la mobilisation et puis en collaboration avec beaucoup d'autres collègues, à la mobilisation de la société québécoise autour de l'économie circulaire. Donc, qui mobilise beaucoup de chercheurs, qui mobilise beaucoup de parties prenantes. Maintenant, l'enjeu que l'on a, c'est la disponibilité. Quoi. Il faut être. Donc là, et puis là, on a et puis de documenter on a documenté très récemment cette mobilisation sur une période de 7 ans, entre 2014 et 2021. Et puis, le Québec, maintenant, est chef de file en matière d'économie circulaire, avec beaucoup de travaux en cours, beaucoup de chantiers, mais on est chef de file au niveau canadien, et puis en partie aussi au niveau, si on se compare avec nos collègues du sud de la frontière. Donc, les impacts, ils sont un petit peu difficiles à mesurer en tant que tels. J'ai un petit peu de mal à dire c'est tant de personnes qui sont mobilisées. C'est plus un mouvement, la contribution à un mouvement en général qui gagne en visibilité que quelque chose qui est immédiatement palpable. Donc voilà. Merci Emmanuel. Yvan? Donc, mon agenda de recherche en finance durable, c'est tout récent. Donc, comme tout le domaine finance responsable. Et je suis fier, comme dès la première année, avec l'aide de l'équipe de Caroline, j'ai réussi à obtenir une subvention CRSH pour le programme de recherche et également une belle collaboration avec l'Institut sur la retraite et l'épargne a aidé pour obtenir cette subvention. Donc, cette subvention m'a ensuite permis d'avancer la recherche en finance durable à HEC Montréal parce qu'avec ces fonds de recherche, je pouvais acheter les bases de données, entre autres TrueCost. C'est une base de données qui fournit des données sur les émissions de carbone des entreprises. Et bientôt, on va aussi ajouter Morningstar et Sustainalytics, deux bases de données qui donnent des informations complémentaires sur les différentes dimensions en finance durable. Et aussi pour Luciano, il y a aussi des mesures pour l'implication sociale des entreprises, donc pas seulement l'aspect environnemental. Et grâce à la collaboration avec Bernard Bizimana et son équipe, j'ai vu Isabelle Dallaire et Daphné Bellizer sont aussi avec nous. Donc, ces bases de données seront également accessibles aux étudiants. Donc, on a une grande demande de la part des étudiants de faire des recherches dans ce domaine. Je supervise actuellement 3 étudiants à la maîtrise qui travaillent sur un sujet en finance durable. Et je peux vous confirmer la demande pour ces expertises, elle est très forte. Donc, il y a un énorme besoin pour des experts dans ce domaine. Et c'est devenu un incontournable, la finance durable pour les entreprises, pour les banques. Donc, un autre exemple, j'ai supervisé une équipe d'étudiants de MBA lors d'un projet de consultation avec un cabinet de conseil en gestion et stratégie dans le domaine des risques climatiques. 2 sur 4 ont été embauchés entre-temps par cette même compagnie. Donc, il y a une forte demande donc, pour leur donner aussi la chance de faire la recherche. Donc, on doit avoir les bonnes bases de données pour faire la recherche empirique. Mais en même temps, j'ai aussi lancé plusieurs initiatives en enseignement. Donc, cet été, j'ai donné un cours au MBA en finance durable. Et présentement, nous sommes en train de finaliser un cours à la MSC qu'on va donner en hiver je vais donner avec 4 de mes collègues du département de finances.
Et avec Emmanuel, on a aussi ajouté un cours à son programme de maîtrise en management et développement durable. Et en même temps, je suis en train de monter du matériel pédagogique pour introduire la finance durable au cours obligatoire au bac. Parce que si on veut rejoindre tous les étudiants et sensibiliser tout le monde aux questions de l'impact du changement climatique et de finance durable, je pense que c'est la bonne plateforme. Et c'est dès l'hiver, dès cet hiver, qu'on va introduire ces sujets aussi au BA. Donc, bref, je suis fier d'avoir établi en relativement peu de temps une base de recherche dans ce domaine émergent et aussi d'avoir déployé un plan afin de sensibiliser les étudiants dans nos cours à ces questions très importantes et pertinentes sur la finance durable. Donc, mais il reste encore beaucoup de travail devant nous, mais je pense quand même c'est un domaine qui est très jeune, donc on a déjà quand même bien démarré ce nouveau plan en finance durable. Bravo et merci, Iwan, à toi, aux collègues en finance là, et à travers l'école pour nous développer là, dans le volet de la finance durable. Très important, effectivement. Merci. Pierre-Olivier? On a failli avoir l'aide ménagère qui venait passer l'aspirateur dans les bureaux, là. Alors, j'ai dû indiquer qu'on était en webinaire. Donc, je m'excuse. Beaucoup de choses me rendent très fier. Je suis vraiment, en fait, je suis comblé, moi, par la manière dont les choses se passent ces dernières années. Mais la reconnaissance, évidemment, des entreprises, du gouvernement, de la société pour les sujets de recherche et les demandes que je reçois fréquemment pour intervenir, là, ça me rend très fier parce que ça montre un peu l'importance du sujet et la contribution qui semble être là pour ce que je fais avec l'équipe à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Évidemment, je suis très fier aussi des étudiants qui en sortent et qui vont travailler après dans différentes entreprises et qui continuent à rester en contact avec moi, avec l'équipe. Donc, c'est quand même incroyable de voir ces étudiants travailler par la suite. Et dans le programme, justement, que Ivan a mentionné, la maîtrise en management et gestion du développement durable, il y a toute une cohorte d'étudiants là, extrêmement diversifiés. Je suis très fier de participer à ce programme-là parce qu'il y a vraiment des étudiants allumés, très diversifiés, qui sont contents de venir en cours et qui, semble-t-il, ressortent très contents du programme. Donc, je suis très fier aussi de participer à ça parce que c'est un beau succès de HEC là, en gestion du développement durable. Absolument. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Luciano, tu veux peut-être réagir, puis on aura le temps aussi d'enchaîner avec une quatrième question. D'accord. OK. Donc oui, moi, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que moi aussi, je suis très fier des trois qui sont là. Donc, Emmanuel a été probablement la première personne à créer un cours dans ce domaine ici à HEC. Et pas juste les premiers cours, probablement les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, c'était lui aussi. Et là, il nous amène encore à d'autres domaines d'expertise et de pointe avec l'économie circulaire. Très fier de Pierre-Olivier Pinault d'être notre visage principal, je dirais, dans ce domaine au niveau public, là. Donc, de les voir toujours soutenir un peu cette cause-là et l'importance de ça au domaine public, ça me rend très fier de voir le nom HEC quand il parle. Il est aussi très fier d'Ivan, qui depuis quelques années maintenant nous amène là-dedans en finance aussi, un secteur tellement important et dans lequel, comme il l'a dit, là, il a une explosion de postes et de besoins. Et donc, qu'il prend cette place de champion-là. Je vais dire que je suis fier de toi aussi, Caroline, de nous donner la chance d'être là et de parler à tout le monde. Mais je voulais aussi vous dire que je pense que pour la question d'être fier de nos impacts, moi, je veux être fier d'HEC et de son impact HEC. Et je pense que ça me motive énormément à faire mon travail ici. Et aussi, quand je pense un peu au futur, là, quand je pense à qu'est-ce que serait l'économie dans les prochains 20-30 ans, c'est pour ça qu'on parle de transition socio-écologique, parce qu'on se rend compte qu'on va vivre dans un monde et dans une économie qu'elle serait différente dans les prochains 20-30 ans. Et si ça, c'est vrai, si ça devient vraiment la norme, ce n'est pas juste une discussion des coins dans certains groupes, mais ça devient vraiment la norme des discussions qu'on fait en business,
quel est notre rôle là, en tant qu'école de gestion, en tant qu'HEC? Sûrement, on aura un rôle qui est fondamental. Et donc, je pense qu'il faut qu'on prenne en main cette responsabilité-là et que nous, en tant qu'école de gestion, professeurs de gestion, on soit alignés avec ces tendances, alignés avec les futurs là, qui s'en viennent avec ces transitions-là et qu'on puisse mobiliser nos recherches de plus en plus pour qu'on puisse vraiment outiller la société, aider la société à voir où est-ce qu'elle devrait aller. J'ai écouté une métaphore il y a quelques jours de quelqu'un qui me disait, OK, ça serait super cool si on pourrait être un peu, c'est que les médecins, ils sont maintenant dans la crise de la COVID, c'est-à-dire quand on dit, là, écoute, il faut savoir quoi faire, on va voir la science, n'est-ce pas? On va voir là un peu qu'est-ce que les médecins ont à dire. Donc, je serais super fier d'HEC si dans les prochaines décennies, si les gens viennent de plus en plus voir nos profs, voir nos recherches pour savoir, OK, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore, sur lequel il faut encore développer de la recherche. Donc, je nous remettrai un peu plus à notre responsabilité en tant qu'école de gestion et les potentiels énormes d'impact que nous avons pour amener la société dans cette transition-là. Donc, sur ça, justement, je veux vous écouter. Alors, vous trois, comment vous voyez un peu la pertinence d'HEC ou de la recherche, comment garder la pertinence d'HEC et de sa recherche connectée au développement durable dans les prochaines années? On commence par Yvan peut-être ou par Pierre-Olivier? Oui, je pense qu'on peut commencer. Yvan, Pierre-Olivier, Emmanuel? OK. Suggestion. Oui, donc je suis d'accord avec Luciano. Donc, je pense que c'est devenu une responsabilité sociale pour nous de contribuer à la transition vers un meilleur monde et au niveau environnemental vers un monde à zéro émission de carbone. Mais je pense pour atteindre cet objectif, il est aussi essentiel de rester à la fine pointe de la recherche parce que c'est un domaine émergent. Donc, si nous, on veut enseigner les meilleures pratiques dans nos cours, donc ça nous prend aussi les connaissances à la recherche pour ensuite transférer ces connaissances aux étudiants. Parce que ce n'est pas comme un domaine établi où je peux prendre mon manuel standard et il y a tous les concepts essentiels. Non, c'est quelque chose qui est en évolution et je pense pour cette raison, c'est encore plus important qu'on reste vraiment en recherche parmi les meilleurs et comme ça, on peut nous positionner comme tant qu'expert dans le domaine en finance durable et également garantir que nos cours sont toujours, que nous enseignons toujours les matières les plus récentes dans ce domaine en pleine croissance. Merci, Yvan. Je pense que pour rester pertinent, il ne faut pas avoir peur de bousculer un petit peu et de provoquer parce qu'on a clairement, en tant que société, atteint un niveau de vie extraordinaire. Là, si vous regardez, si vous comparez avec vos parents, vos grands-parents, on est à un niveau de vie sans précédent, mais qu'on n'a pas acquis en toute conscience et en toute bonne foi et en toute neutralité environnementale et sociale. Donc, je pense que c'est important de faire les constats et de ne pas avoir peur de dire les constats. Oui, on a fait des choses extraordinaires, mais il y a des erreurs majeures qu'il faut réparer envers les sociétés, les groupes sociaux, la nature. Ce n'est pas durable, notre mode de vie. Et donc, je pense que pour rester pertinent, il faut dire les choses très franchement et ne pas avoir peur de bousculer. Évidemment, en tout respect et sans vouloir culpabiliser les autres. Et l'objectif, ce n'est pas de culpabiliser, mais on a un devoir de vérité et on a un devoir de transparence. Et surtout, notre position universitaire, notre indépendance académique doit être au service de la cause. Cette indépendance-là doit permettre d'être une ressource, comme Luciano le disait, une ressource pour les gouvernements, pour les entreprises, pour dire un petit peu les vraies affaires aux gens et proposer des solutions. On ne les a pas toujours, les solutions, mais soit proposer parfois on les a, soit proposer les solutions, soit proposer les induits de recherche pour travailler à développer ces solutions-là. Merci, Pierre-Olivier. Emmanuel. Moi, par rapport à la question, je reformulerai la question, en fait, ce n'est pas être pertinent par rapport à la recherche en gestion et développement durable.
si on reformule la question autour de rester pertinent par rapport à la transition socio-écologique, en fait, là, la question devient différente. Ce que l'on sait par rapport aux connaissances que l'on développe dans une institution comme HEC, qui est une école de gestion, c'est que l'essentiel des connaissances porte pour unité d'analyse l'organisation et autour du fonctionnement, autour d'un espoir de pouvoir mieux outiller les organisations pour que de meilleures décisions soient prises, pour que ces organisations soient de meilleurs lieux de vie. On passe pas mal de temps pour qu'elles soient plus performantes. Donc et puis, notre découpage en 11 départements à HEC représente grosso modo des fonctions de l'entreprise multidivisionnelle du XXe siècle. Donc, on a ce découpage des connaissances, d'une part, et puis d'autre part, on a une espèce de plafond qui est souvent, on va étudier des phénomènes et puis là, Pierre-Olivier et Ivan, vous êtes un petit peu atypique, mais parce que vous étudiez des phénomènes qui ne sont pas liés aux organisations différentes, mais dans une école de gestion, la plupart du temps, on va étudier des phénomènes qui touchent aux organisations, donc à une certaine définition de la performance de l'organisation. Et puis là, je pense que pour rester performant dans un contexte de transition sociétale, la transition sociétale et socio-écologique, elle dépasse les organisations, mais il faut être capable de dépasser ces connaissances qui sont générées soit pour comprendre les organisations, soit pour essayer de les faire mieux fonctionner ou de les rendre plus performantes, et puis pour comprendre comment ces organisations peuvent ou peuvent ne pas contribuer au succès de la transition sociétale. Si la finalité de l'organisation, c'est juste de générer à court terme de l'argent pour les actionnaires, et puis, on espère que par une approche gagnant-gagnant, cette organisation va contribuer à la transition socio-économique. Je voudrais bien la preuve. Donc là, il y a quelques points sur lesquels on a quelques réflexions à avoir sur la finalité de l'organisation, sur les liens entre les organisations et les transitions, les changements, le développement durable dans les organisations. La profondeur ou la non-profondeur, est-ce que c'est juste un exercice de conformité ou est-ce que c'est un exercice de transformation? Et ces éventuelles contributions ou ces non-contributions à la transition socio-économique. Par exemple, récemment, je regardais la littérature sur les modèles d'affaires, sur les modèles entrepreneuriaux. Aucun d'entre eux n'inclut les effets rebonds. Et on sait depuis le 19e siècle maintenant l'augmentation de la consommation qui est liée à la réduction, à une meilleure efficacité, mène souvent à une augmentation de la consommation. Donc, on a un travail à faire, un travail d'auto-analyse. Et puis, pareil, pour faire un lien avec les travaux de Pierre-Olivier, une bonne partie, et puis là, c'est mon interprétation de conversation qu'on a eue avant, Pierre-Olivier, une bonne partie des gains en efficacité énergétique au niveau des véhicules ont été juste effacés par le fait qu'il y a 30 ans, beaucoup de gens avaient des voitures compactes, et puis maintenant, on a une bonne partie de la population québécoise a des SUV. Donc, grosso modo, on est plus efficace, mais so what par rapport aux enjeux. Donc là, et c'est là où on a c'est là où on a un rôle à jouer pour justement mobiliser des connaissances qui vont nous permettre de comprendre ces externalités, de comprendre ces effets rebonds, de faire des liens aussi entre le rapportage, donc là, par exemple, et les limites planétaires. Un bon nombre de modalités de rapportage dans les organisations est défini par rapport à une performance qui est définie. Le baseline, c'est l'organisation, mais pas par rapport à ce qui serait des limites planétaires ou des contributions. Donc là, on a un certain nombre d'enjeux, en fait, qui sont des enjeux qui requièrent de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité, une compréhension qui est à l'intérieur d'une école de gestion, mais qui aussi dépasse une école de gestion. Et puis, dernier point, moi, de mon expérience, alors ça j'ai dit un peu nos défis, et puis nos contributions et nos défis, mais en même temps, moi, ça fait 20 et quelques années que je travaille dans des contextes interdisciplinaires, souvent avec des gens qui sont très loin du monde de la gestion. Puis, une des forces qu'on a, c'est qu'on sait comment fonctionnent les organisations. Je suis très présomptueux quand je dis ça,
mais par rapport à d'autres collègues qui sont dans d'autres disciplines, on a cette compréhension du fonctionnement des organisations et des ensembles organisés et des processus. Et ça, c'est une force que l'on a, que des sociologues purs ne vont peut-être pas avoir, ou des anthropologues purs ne vont peut-être pas avoir, ou des gens qui sont en génie ne vont peut-être pas avoir. Nous, on a une certaine compréhension de comment fonctionnent les ensembles organisés et puis les processus. Et ça, c'est une force sur laquelle on peut tabler aussi. Absolument. Merci, Manuel. C'est une réponse aussi très pertinente qui va nous amener à réfléchir sur nos pratiques aussi. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, Luciano, je suis convaincue que tu pourrais réagir aussi. Peut-être que tu trouveras l'occasion dans la période de questions d'enrichir aussi cette partie, mais je voudrais entendre nos collègues. Donc, Mathieu Meyer qui peut regarder, Mathieu, tu t'es offert là, pour regarder les questions dans la fenêtre de clavardage puis pouvoir regarder s'il y a des mains levées qu'on ne verrait pas. J'ai déjà une question. Notamment, il y a M. Babin qui voulait vous poser une question par rapport à la question 2 sur vos expériences et vos motivations avant. Donc, dans un contexte, allez-y. Je vais la poser parce que je vais mettre la mise en contexte. Vous avez parlé d'émotions qui vous ont amené à travailler dans ces domaines-là. Puis, l'émotion, c'est un facteur de motivation bien important pour commencer des choses. Le danger que je vois, c'est que ça peut nous amener à biaiser nos façons de faire la recherche. Puis comment, dans vos recherches à vous agissez pour essayer de vous prémunir de ce biais-là qui pourrait apparaître en raison de l'émotion que vous amenez dans ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un se lance? Donc, je vois... Emmanuel, je vois que ta caméra, ton son est ouvert. Oui? Moi, quand je fais de recherche de terrain, et puis malheureusement, compte tenu des engagements, c'est un peu plus difficile maintenant de faire du travail plus de terrain de long terme. Si je suis tout seul, j'écris un journal. Si on est plusieurs, on en discute de ce qu'on ressent. Et puis, effectivement, elles sont présentes, les émotions nous motivent et puis elles peuvent biaiser mais dire qu'elles n'existent pas est illusoire, les reconnaître, les capturer et puis les mettre en lien avec un certain nombre de réflexions et puis de questions de recherche et puis d'analyse des données. Je pense que moi, c'est un peu comme ça que je les gère. Merci, Emmanuel. Est-ce qu'Yvan ou Pierre-Olivier auriez une perspective complémentaire? Oui, mais dans la nature du travail de professeur, on est quand même beaucoup dans son bureau et les émotions, elles redescendent un petit peu. Là, je les ai toujours derrière quelque part en moi, mais là, si on arrive à faire un doctorat, si on arrive à publier par la suite, c'est justement parce qu'on arrive à contrôler ses émotions et à faire une recherche rigoureuse qui est évaluée par des pairs. Et c'est qu'on a réussi justement à se poser et à faire un peu la part des choses. Donc, je dis, la nature de moi, mon travail fait en sorte que quand je suis dans mon bureau, j'ai mes motivations qui sont toujours, mes émotions qui me motivent toujours, mais j'arrive j'espère, garder une certaine rigueur dans le travail. Oui, je suis d'accord avec Emmanuel et Pierre-Olivier. Pierre-Olivier vient de mentionner comme aussi la passion. Donc, pour moi, c'est comme les émotions, je dirais c'est la passion. Et ça, c'est la passion qui me fait travailler sur mon code pour jumeler les bases de données et tout ça. Mais à la fin, disons, moi, je regarde des données et je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je veux connaître les actions et les non-actions des gestionnaires de placement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, je pense à ce niveau-là, c'est quand même plus facile d'être neutre. Et à la fin, Gilbert, comme tu le sais, on veut publier. Donc, là, l'arbitre va nous dire si les données disent vraiment ce qu'on dit dans le texte. Donc, il y a aussi un certain contrôle externe sur le fait que les données doivent vraiment soutenir nos arguments de nos articles et de nos publications de recherche. Mais je pense vraiment comme l'émotion, pour moi, c'est plutôt la passion qui est le carburant pour faire la recherche et même un carburant sans émission. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Yvan. Mathieu, est-ce que nous avons d'autres mains levées ou d'autres questions? Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, non. Donc, les participants, allez-y si vous voulez lever la main ou poser des questions dans le chat. Oui, il nous reste encore quelques minutes, donc on pourrait recevoir
une ou deux questions. Où les gens sont soufflés par vos réponses et vos présentations. Je suis moi aussi remplie de fierté là, à vous avoir entendu, puis pleine de nourrie avec plein de réflexions pour la suite des choses, sur tout ce qu'on peut faire en développement durable à l'école. Donc, si personne se manifeste, évidemment, je tiens à vous remercier énormément nos trois panélistes et Luciano qui s'est prêté au jeu pour co-animer avec moi ce midi de la recherche. Donc, merci Emmanuel, merci Yvan, merci Pierre-Olivier pour votre générosité, votre authenticité. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de fierté. Et moi, je peux vous dire que je suis très fière de vous compter parmi mes collègues, des gens engagés comme vous, passionnés, rigoureux. C'est remarquable. Je sais qu'on est entouré d'autres collègues avec cette même passion à l'école, donc on sera très fort collectivement pour pousser encore plus loin la recherche en développement durable sous tous ses angles. Merci Mathieu d'avoir organisé l'événement, nous avoir aidé aussi avec cette dernière partie. Merci à tous les participants qui sont là aujourd'hui, d'être venus écouter les échanges que nous avons eus. Prochainement, on vous lancera une invitation pour un prochain Midi de la recherche qui aura lieu le 17 novembre. Cette fois, nous aurons l'occasion de discuter d'équité, diversité et d'inclusion en recherche. Donc, nous aurons aussi un panel d'experts avec lesquels nous discuterons. Donc, voilà. Alors, je vous remercie à tous d'avoir été présents, puis je vous souhaite un très bel après-midi. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci.